l'invitation. Alors, comme je n'ai pas mon ordinateur, je ne peux pas suivre le temps. On m'a dit que j'avais une demi-heure, mais ça peut prendre une heure. Ouais, je pense que on va s'en occuper. On va faire la fois signe. Donc, merci de m'inviter. Écoutez, on veut que nos jeunes fassent du sport. Je suis professeur, je suis chercheur au département de kinésiologie. Ça, c'est les sciences de l'activité physique. Le sport, évidemment, on sait que c'est bon pour la santé cardiaque, c'est bon pour la santé mentale, mais pour les jeunes aussi, c'est bon pour toutes les capacités cérébrales, les stratégies, penser vite, prendre des décisions rapidement, résolution de problèmes également. Donc, je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous le savez. Par contre, ce qu'on doit, sur quoi on doit se pencher, c'est les questions suivantes. Les questions qui m'ont été envoyées par les gens de Football Québec. La crise dont vous parlez, dont on parle, est-ce une vraie crise ou une crise qui est fabriquée par un média? Quelle est la situation au Québec en lien avec les commotions cérébrales? Notre groupe de travail, donc oui, je suis président du groupe de travail nommé par le ministère de l'EMEDS, mais évidemment, je viens ici ce soir pas au nom du président, mais vraiment comme chercheur, professeur à l'Université de Montréal qui s'intéresse aux commotions cérébrales. Et puis, une question dont on m'a demandé de parler, le football contact, seulement à partir de 15 ans. Est-ce que c'est une solution? Y a-t-il d'autres solutions? Puis évidemment, bon, quelles sont mes suggestions pour Football Québec pour rendre le sport qu'on veut garder, pour le rendre plus sécuritaire, pour que les parents incitent leurs jeunes aussi à s'inscrire et à participer. Et c'est là qu'on est rendu. Mais à mon avis, pour que les parents et pour que les jeunes continuent à poursuivre ce sport, c'est un superbe sport, pour le rendre sécuritaire, il faut veiller à la santé des jeunes. Alors, est-ce que c'est une crise fabriquée? Est-ce que c'est une crise réelle? Je sens qu'il manque quelque chose, mais en tout cas. En effet. On a fait des transferts avec Jean-Charles, puis je sais pas. C'est une version. OK, il manque des morceaux, c'est pas grave. Donc, crise réelle, crise fabriquée. Vous savez, on parle beaucoup de l'émission Enquête. Vous savez, des émissions sur les commotions cérébrales, j'en fais depuis le début de ma carrière universitaire comme professeur depuis 2004. En 2010, 2011, ce qui a capturé l'attention des médias, ça a été Sidney Crosby. On a parlé beaucoup de commotions cérébrales à ce moment-là. La presse a eu un cahier spécial par Michel Marois. Par la suite, RDI, quelques mois plus tard, a fait une émission spéciale. À l'automne dernier, Mathieu Boulay, Journal de Montréal, a aussi fait un cahier spécial. Il y a eu League of Denial de la PBS. Et par la suite, évidemment, l'émission Enquête qui est toute dernière là-dedans. Je ne crois pas que c'est la première. Évidemment, ça avait capturé l'attention des Québécois parce que c'est une émission qui a un grand auditoire. Mais écoutez, les médias se sont prononcés des centaines et des centaines de fois aux États-Unis, au Canada et également, il y a plusieurs présences de médias depuis les dernières années au Québec. Alors, à mon avis, ce n'est pas une crise créée par un média. Je vais vous expliquer pourquoi que les commotions cérébrales, en fait, on doit se pencher. Pourquoi, pour moi, c'est une réelle crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une commotion cérébrale, c'est lorsque le cerveau est atteint, un dérèglement neurochimique qui est causé par un impact. Ultimement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact se passe à l'intérieur de la tête. Donc, une commotion cérébrale, oui, peut être causée par un coup direct à la tête, mais par tout impact au corps. Donc, pensez-y bien, c'est comme s'il y a un effet de pendule de la tête qui fait un va-et-vient. Et l'accident, en fait, se passe à l'intérieur de la voie crânienne. Lorsque le cerveau va aller se heurter contre les parois frontales de la voie crânienne, il va aller rebondir. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un contre-coup. Il va aller bondir contre les parois arrière. Et en faisant ça, donc, qu'est-ce qui suit? C'est initialement un écrasement. Par la suite, un étirement du tissu cérébral et une torsion. Donc, on a beau avoir le meilleur casque au monde, et on va y revenir. Si j'ai un impact, si j'ai un plaquage solide, ou si je me fais frapper à toute partie du corps qui transmet une force à la tête, je vais avoir une commotion cérébrale. Le casque, ma tête n'est pas du tout touchée. Donc, on parle beaucoup, et c'est important de faire la distinction du terme commotion cérébrale. Est-ce que c'est bien différent du trauma crânio-cérébral léger?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des synonymes. Une commotion cérébrale, c'est un trauma crânien et c'est un trauma crânien léger. On utilise le terme trauma crânien léger lorsqu'on parle d'un accident de la route. Mais il n'y a pas de différence. Les études nous indiquent qu'immédiatement après un impact, que ce soit une commotion cérébrale liée à un sport ou trauma crânien léger lié à un accident de la route, initialement, les déficits sont les mêmes. J'ai des troubles de mémoire, j'ai des troubles des fonctions supérieures impliqués dans la gestion de l'information, dans l'attention. Et ce n'est pas surprenant lorsqu'on considère que la commotion cérébrale moyenne, la force d'impact, si on la calcule en force G, donc en force de gravité, c'est environ 100 G, ça équivaut à une voiture qui heurte un mur de briques à 60 km/h. Là, il n'y a personne d'entre nous qui dirait « Hey, tu sais, t'es correct, sors de ton char, ça a frappé un mur de briques à 60 km/h, alors retourne travailler, fais pas ta momoté. » Mais évidemment, dans le sport, ça semble être bien différent. Donc, ma question à vous, j'ai dit que, en fait, il n'y a pas de différence entre la commotion cérébrale et le trauma crânien léger qui est d'origine routière. Est-ce vrai ou pas, ou est-ce que vous pensez quand même qu'il y a peut-être des petites différences entre les deux? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait être plus grave que l'autre, ultimement? Pas certain. La commotion cérébrale, elle est bien pire. Pourquoi? C'est quand j'ai un accident de la route. Mon char, il rentre dans le mur comme ça à 60 km/h. J'ai de l'argent de la SAC, j'ai 2 semaines de congé, on me prend en charge, je me repose, je ne me remets pas tout de suite dans une situation en risque. Si ma tête a subi ça, mais j'étais sur un terrain de football, une glace de hockey ou un terrain de soccer, c'est pas juste un problème de foot, hein? Je retourne au jeu. Mon cerveau est en crise, on va voir, il y a un orage chimique qui se passe là-dedans, il y a de l'inflammation, je retourne sur le terrain et je le mets à risque d'un autre accident. D'un autre accident qui peut avoir des conséquences encore plus graves, oui, tout à fait, c'est exponentiel. L'origine de la commotion cérébrale, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des accidents, des commotions, sont causés par des contacts joueur contre joueur. Donc, on a un faible pourcentage, à peu près 30% sont causés par un joueur qui va frapper une surface ou un objet. Donc, majorité des accidents joueur contre joueur, et surtout, ce qui est intéressant, c'est le point suivant. Les causes des commotions cérébrales. Il y a juste 25% des commotions cérébrales qui sont causées par des accidents. Pour moi, des accidents qui sont un risque qu'on peut tolérer, un risque acceptable si on gère bien. Mais il y a 30% qui sont causés par des coups sournois. Et j'en ai encore vu l'automne dernier, j'assiste à des matchs, je vois un joueur d'une équipe qui se met en position qui boucle, coup casque contre casque, un joueur tombe, vole, il y a des médecins sur le bord, physiothérapeute, le joueur se relève et continue à jouer. Et puis j'ai un appel, quelques semaines plus tard, de ce joueur qui me dit si ça va pas bien, je pense que j'ai eu une commotion cérébrale. Ça ici, c'est un coup planifié qui a causé la commotion cérébrale. Encore des parents me disent, c'est anecdotique, vous me direz, mais ils sont encouragés par certains coachs, et on sait que ce n'est pas tous les coachs, d'aller sonner, d'aller geler un joueur de l'autre équipe. Donc, vous ici, ce soir, vous êtes des personnes qui ont de l'influence dans le football. Vous êtes des personnes importantes qui allez passer un message plus tard. Et c'est bien. C'est important même de sensibiliser, de rendre le jeu sécuritaire si on veut que les parents inscrivent leurs jeunes, si on veut que les gens croient au sport. Et aussi des situations à risque, comme certains types de plaquages, sont responsables de 45%. Donc, si on élimine la violence, si on contrôle le plaquage, on va revenir là-dessus, les techniques exactement, on arrive peut-être avec un 25% de risque. Un risque pour moi qui est acceptable, tout à fait. C'est les règles du jeu aussi, c'est normal, si on gère bien la situation, si on a un bon plan de gestion. Alors, on parle d'épidémie silencieuse, le livre s'appelle une épidémie silencieuse, c'est un terme qui revient souvent. Pourquoi? À cause du nombre. On sous-estime grandement. Quand on va vérifier dans les équipes, et ça, c'est des études aux États-Unis, pas au Québec, quand on va regarder dans les différentes équipes, les données qui nous viennent, des équipes médicales, qui nous viennent des rapports d'incidence, on parle d'environ 5% des athlètes qui subissent une commotion cérébrale lors d'une saison. Ça, c'est à peu près rien. Ça veut dire pour certaines équipes de 40 joueurs, c'est même pas un joueur, ou à peu près. Par contre, lorsqu'on va questionner les joueurs de façon anonyme, et ici, c'est une donnée qui vient des universités,
canadienne. Une série d'études qui date de 2007-2008, qui ne viennent pas de mon laboratoire, c'est d'autres laboratoires des labos de McGill, qui ont questionné les joueurs de façon unanime à la fin de la saison. Donc, leur réponse n'affectait pas le fait qu'ils étaient pour participer ou être mis en dehors du jeu. Donc, on leur demande s'ils ont ressenti des symptômes d'une commotion cérébrale lors de la saison. Et on voit que 70% des joueurs de football disent penser avoir eu une commotion cérébrale lors d'une saison. Ça aussi, c'est probablement un chiffre qui est amplifié, qui n'est probablement pas la réalité non plus. Parce qu'aussi, c'est ce qu'ils pensent, peut-être qu'ils peuvent confondre des symptômes, on est d'accord. Mais par contre, la réalité, on croit, et d'autres études suggèrent qu'elle se trouve probablement entre cela. On estime qu'environ 30 à 40% des joueurs subissent une commotion cérébrale lors d'une année. Donc oui, c'est pas surprenant alors d'avoir un 10, un 12 joueurs sur 40 pour une équipe de subir des commotions cérébrales. Des équipes qui en rapportent une, deux, c'est pas parce qu'il y a une meilleure gestion, probablement bien au contraire, ça nous indique qu'il y a pas mal de cas qui sont passés sous le radar. Bon, pourquoi est-ce qu'on s'alarme? Pourquoi est-ce que certains font tout un plat sur les commotions cérébrales? Juste une question, Alain. Oui. On parle toujours d'universitaire, collégial. On parle de tous les gens. Mais les statistiques, est-ce que c'est. Pour les jeunes également. Les risques de commotion cérébrale ne sont pas plus élevés pour nos athlètes professionnels et pour nos joueurs de football universitaire qu'ils sont pour nos joueurs de 12 à 15 ans. Il y a plusieurs études qui ont comparé les statistiques lorsque c'est contrôlé, les risques sont les mêmes. Non, parce que vos statistiques que vous montrez, c'est par rapport à niveau universitaire, c'est ça? Non. Ça, ici, je vais montrer une statistique universitaire, mais je pourrais avoir 5 pages de statistiques. Mais on n'a pas le temps. Et les stats sont les mêmes. Quand je prends les données pour différents niveaux, que ce soit high school, junior high, collège universitaire, mon risque est le même. Yes, oui. You said a study. There's a study done to correlate between, let's say, kids 12 and 13 and professionals. Where did this study take place and who did it? Okay, so there are several studies. If you want, you can read the book, or you send me an email, and I will give you, I can send you the references. Well, at this place, I'm just asking for general information. Okay, general information, most of them are American studies. And actually, it's interesting because there are several studies, and typically you have to question yourself if the data come from one place. And they can say. And people are quite confident. Those are also the data that we look at every 4 years. The experts in the field of concussion meet in Zurich at the offices of FIFA. The last meeting was in 2012. I was there. And there's a general consensus that accept this general rule that gives us about a 30-40% risk. In all sports. In most sports, yeah. Soccer is the risk in soccer is as high as in football. And people are quite surprised to hear that. They are not as busy as we are. Non, je suis d'accord, c'est pas le contact comme tel, comme vous mentionnez, c'est le mouvement, c'est le whiplash. C'est tout à fait le contact à la tête peut causer le mouvement whiplash ou tout autre contact cause le mouvement whiplash. Donc, c'est le mouvement whiplash qui occasionnent. Qui cause la commotion cérébrale. Tout à fait. Okay. Et est-ce que, parce qu'on est déjà à la période de questions? Non, on prend le temps de boucler. On sera là jusqu'à l'avant. Est-ce que le fait que des enfants ont des structures musculaires moins développées peut entraîner que les coups au corps créent plus de whiplash chez les jeunes? Tout à fait, c'est un effet de levier. C'est un effet de levier. En effet, les jeunes avec les casques qui sont lourds, il faut leur mettre un casque. Le casque est bon pour protéger pour différentes choses, mais le casque plus lourd, la structure musculaire plus faible, je peux avoir un effet de pendule encore plus grand chez mes jeunes aussi. Alors que, évidemment, les athlètes de plus haut niveau, les adultes, ils ont une préparation musculaire qui peut faire en sorte qu'une partie du choc est absorbée et qu'il est contrôlé. Donc, pour revenir à la question tout à l'heure, c'est les mêmes statistiques au niveau universitaire que chez les jeunes, mais pour des causes différentes. Potentiellement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau après une commotion cérébrale? Il y a une série d'événements, ce qu'on appelle une cascade neurométabolique, c'est-à-dire qu'il y a des changements chimiques qui impliquent mes neurones.
Et la première chose qu'on sait, c'est que, évidemment, mon cerveau est constitué de cellules, de neurones. C'est à cause de ces cellules-là que j'arrive à parler, que j'arrive à marcher, que je peux pratiquer un sport avec de la dextérité, ce qui me permet aussi d'étudier, d'apprendre à l'école. Les neurones, évidemment, se parlent entre eux à l'aide de fibres nerveuses. Et la première chose qu'on remarque, c'est une commotion cérébrale, comme on le dit, qui cause le whiplash. Le cerveau, il y a un écrasement, il y a un étirement, une torsion, va aller déchirer des fibres cérébrales. Donc, des études en imagerie qui permettent de visualiser les fibres, qui viennent de mon laboratoire, qui viennent de d'autres laboratoires, donc plusieurs études, c'est pas juste un papier, indiquent, on peut voir des déchirures sur les neurones, des déchirures sur les axones. Et le problème avec le tissu cérébral, contrairement à d'autres tissus du corps, c'est qu'il ne se répare pas. Quand il y a une déchirure, qu'on appelle axonopathie, il y a la mort de la cellule. Donc ça, c'est la première cause de décès suite à une seule commotion cérébrale. Après ça, il y a une cascade ou une perturbation neurochimique. Et c'est-à-dire qu'à cause de cet étirement-là, il y a des canaux après les cellules qui se mettent à ouvrir et qui laissent entrer massivement du calcium. C'est pas supposé d'arriver, ça. Ça se passe lors d'un accident pour créer une autodestruction. C'est un mécanisme que le cerveau a pour se protéger, suite par exemple à un accident vasculaire cérébral pour anéantir le tissu endommagé. Mais ça fait la même chose malheureusement lors d'une commotion cérébrale. Il y a des études encore là de mon laboratoire, de d'autres laboratoires, qui indiquent cette entrée massive de calcium qui va rajouter une mort cellulaire à la première mort cellulaire suite à la commotion cérébrale. Ce qui se rajoute à ça, il y a une crise énergétique. C'est que là, ici, à cause du dommage cérébral, mon cerveau a besoin de se réparer. Il a besoin de faire un peu de nettoyage, il a besoin de se remettre en ordre. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il a besoin d'oxygène, il a besoin de carburant, de glucose. Mais, donc, de malheur, suite à une commotion cérébrale, il y a aussi une diminution d'oxygène au cerveau. Ça aussi, ça a été mesuré avec des techniques de neuroimagerie chez l'humain. Il y a une diminution de carburant, de glucose. Donc, quand mon cerveau en a besoin de plus, il y en a encore moins. De là, la période critique d'un repos complet pour le cerveau. Évidemment, comme pour tout autre accident, si je me pète un genou, un coude, il y a de l'inflammation, n'est-ce pas? On la voit, personne va s'assiner comme ça, mais il y a aussi de l'inflammation dans le tissu cérébral suite à une commotion cérébrale. Et ultimement, on voit qu'une des conséquences, c'est que mon cerveau, c'est une série de circuits électriques. C'est aussi simple que ça. Mais suite à la commotion cérébrale, on peut mesurer à l'aide de différentes techniques, très clairement, que le circuit électrique est dysfonctionnel. Il y a une baisse de rapidité de la réponse électrique et il y a une baisse d'amplitude. Et ça, on mesure même 3 à 6 ans après une commotion cérébrale. 3 à 6 ans après une commotion cérébrale, j'ai toujours une diminution. Donc, cette perte-là, elle est mesurable. Donc, une première et une seule commotion cérébrale tue les neurones, va rendre mon cerveau moins efficace sur le plan neuroélectrique et sur le plan fonctionnel, va laisser des déficits subtils. Ultimement, après 2-3 semaines, si je suis bien pris en charge, si je peux me reposer, qu'on me permet de me reposer, qu'on n'aggrave pas la situation, j'arrive à m'en sortir pas si mal, parce que j'ai d'autres ressources. Donc, avec des tests pointus, je peux voir des déficits, mais les gens, dans la vie de tous les jours, vont dire qu'ils ne ressentent pas nécessairement les conséquences de la commotion cérébrale. Mais par contre, ce qui reste, c'est que je reste plus à risque d'en subir d'autres. Donc, après une commotion cérébrale, mon risque d'en avoir une autre est plus élevé. Pourquoi? Parce que si mon niveau de vigilance a baissé, mes capacités de prendre des décisions rapidement ont baissé, et mon seuil est plus fragile, mon cerveau est plus fragile, un impact plus petit va causer une commotion. La première fois, il fallait un impact de 100 G. Là, un impact de 85 G peut en causer une. Et ça, on le voit encore clairement avec plusieurs études. On parle d'une vingtaine d'études qui confirment cette même donnée-là. Autre chose à comprendre, le risque chez nos jeunes. On a dit que les études nous indiquent que les jeunes sont aussi à risque que les adultes. Par contre, les conséquences chez les jeunes sont plus graves. C'est-à-dire que les séquelles qu'on mesure immédiatement après une commotion cérébrale chez un jeune de 12-14 ans comparativement à un jeune adulte sont plus importantes et le temps que ça prend au cerveau pour s'en remettre, il est plus long. Mais ça, c'est une commotion cérébrale.
On s'en remet relativement bien. C'est comme quelqu'un qui a un accident trauma-crânien léger d'origine routière. Mais le problème avec tous nos sports de contact, et pas juste le football, c'est les commotions à répétition. C'est pas rare que je vois des jeunes joueurs de soccer, des cheerleaders pour les équipes de foot, des joueurs de football qui arrivent en clinique, sont rendus à 3, 4, 5 commotions cérébrales. Les parents ne savaient même pas qu'il y avait eu ces commotions-là. C'est au moment que le jeune, la performance scolaire chute, ou que le jeune n'arrive plus, il vit avec des symptômes au quotidien et que ça l'envahit sa vie, c'est là quelle est la conséquence. Et donc, oui, il y a un effet exponentiel des commotions multiples. Ce qu'on voit, c'est que des déficits qui s'accumulent deviennent permanents. Il y a la possibilité d'un syndrome post-commotionnel. Je vais revenir sur l'encéphalopathie chronique traumatique et sur le syndrome du second impact. Je vous ai dit tantôt qu'une commotion cérébrale a peu de conséquences. C'est bien parce que c'est comme si on avait un peu plus de neurones que ce qu'on a besoin. C'est comme ça qu'on a une réserve. Là, partez pas en peur avec ça. Parce que, en fait, on en a besoin parce que le vieillissement arrive assez vite. Le cerveau atteint son niveau adulte vers l'âge de 25 ans, commence déjà à décliner vers l'âge de 30-35 ans. Donc, c'est pour ça, déjà, à l'âge de 35 ans, on va piger dans notre réserve. OK? Si, après une troisième commotion cérébrale, il semble avoir une règle de 3, après 3 commotions cérébrales, je suis 10 fois plus à risque d'avoir des déficits, des troubles cognitifs, des pertes de mémoire, des pertes d'attention qui sont permanentes. 10 fois plus à risque de développer des maladies comme la maladie d'Alzheimer en vieillissant et aussi de dépression majeure. Et c'est ça qu'on remarque. Des études, encore là, de plusieurs laboratoires, pas juste d'un endroit, racontent la même chose, trouvent la même chose. C'est quand on regarde des gens qui ont 50, 55 ans, qui ont subi des commotions cérébrales dans leur jeune vingtaine, ils ont le cerveau de personnes qui ont 70 ans. Ils ont un cerveau qui est environ 15 à 20 ans plus vieux, parce qu'ils ont abusé de leurs ressources. Les réserves des crédits supplémentaires qu'il y avait à la banque, là, sont allés piger chaque fois. Ils l'ont vidé. On a beaucoup plus de temps que ça, parce que syndrome post-commotionnel. Syndrome post-commotionnel, c'est une autre conséquence des commotions multiples. C'est les symptômes que je sens immédiatement après la commotion cérébrale, les maux de tête, le sentiment d'être étourdi, le sentiment d'être confus quand ça ne part pas. Et j'ai des jeunes athlètes qui sont au secondaire, qui sont au cégep, qui sont à l'université, qui sont aux prises avec cela. Et qui doivent souvent, parfois, mettre fin ou prendre un arrêt de leurs études. Il y a aussi l'encéphalopathie traumatique chronique. Ça ici, ça ressemble au cerveau de quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer. C'est une protéine qui indique que la dégénérescence des tissus cérébraux. Ça, c'est des cerveaux après autopsie. Ça aussi, on remarque, c'est ça, les blessures que je vous montrais tantôt quand il y a un tirement, des rougeurs, ça se transforme. Ça, c'est quand on en a eu beaucoup. Okay. Et donc ça, c'est pas le cerveau de quelqu'un qui est vieux, mais c'est le cerveau de quelqu'un comme Bogert, qui à l'âge de 28 ans, on a pu avoir son cerveau, faire des autopsies, et on trouve des traces d'encéphalopathie traumatique chronique, donc des plaques séniles, comme celles qu'on retrouve chez les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. On retrouve ça chez des jeunes qui ont 17 ans, qui se sont suicidés après avoir subi plusieurs commotions cérébrales. Il y a plusieurs tentatives d'expliquer ça d'autres façons. Peut-être c'est de l'abus abusif d'alcool, peut-être c'est de l'abus abusif de drogue, mais on retrouve ces choses-là aussi chez les femmes, par exemple, qui sont victimes de violences conjugales, qui reçoivent des coups à répétition, des gens qui souffrent d'autisme, qui se mettent la tête sur les murs. Donc, tout en fait, les coups à répétition, que ce soit causé par un sport ou toute cause, on remarque qu'il y a des risques élevés d'avoir de l'encéphalopathie traumatique chronique. Il y a aussi le syndrome du second impact. C'est quelque chose de très rare. Vous me direz, oui, mais quelque chose de très réel. C'est que si, et c'est là qu'il faut toute l'importance que quand je soupçonne qu'un jeune a une commotion cérébrale, il faut que je le retire. Parce que s'il retourne au jeu trop rapidement, ses risques d'avoir des symptômes qui durent longtemps sont beaucoup plus élevés. C'est-à-dire qu'en général, un jeune, s'il a du repos, il s'en remet après 2-3 semaines. Mais s'il n'y a pas de repos, il peut s'en remettre, ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour s'en remettre. S'il y a une deuxième commotion cérébrale dans les jours qui suivent, ça peut faire en sorte également qu'on va augmenter ces problèmes, ces déficits, ou ça peut arriver à quelque chose, une conséquence qui est catastrophique, qui est le syndrome du second impact. Dans les 10 dernières années, on parle d'environ 150 décès aux États-Unis liés à cela, c'est-à-dire une deuxième commotion cérébrale qui se passe dans un
court laps de temps et qui fait en sorte que l'athlète va avoir une hémorragie, une inflammation, une édème cérébrale et qui va causer le décès. Ici, on a Rowan Stringer. Elle n'est pas américaine, elle est canadienne. Elle habitait à quelques centaines de kilomètres d'ici, d'Ottawa, joueuse de rugby. 3 commotions cérébrales dans une semaine. Pourquoi 3 dans une semaine? Quand on lit les récits, cette fille-là, on a sur vidéo la première commotion cérébrale. L'équipe qui va autour d'elle, qui check es-tu correct, évidemment, comme tous les athlètes, hein, petit gladiateur, petit guerrier, oui, ça va bien, écoute, je veux finir ma game. Elle reste sur le terrain, elle retourne, deuxième commotion, évidemment, un moins alerte, le cerveau plus fragile, troisième commotion, impact plus faible, elle décède. Mais il y a aussi des cas comme Preston Plevartis qui ne meurent pas leur second impact. Donc lui, il a eu 2 ou 3 commotions cérébrales en moins d'1 mois. C'est aussi, on peut estimer environ une centaine, mais il y a plusieurs cas qui passent comme ça inaperçus. Et le message est assez important pour des jeunes qui, pour la plupart, ne font pas nécessairement une carrière dans le sport. C'est quoi, peut-être, s'absenter d'une ou 2 parties? Oui, je sais que les saisons sont très courtes. Ou peut-être prendre une pause pour une saison, mais au moins épargner la vie. Alors, la situation des commotions en Amérique du Nord, on m'a demandé de vous en parler. À partir de 2004, le Texas a été le premier État à passer des lois. Washington a fait un tournant significatif en 2009 en disant qu'un jeune, aussitôt qu'on présume, que as soon as you doubt, aussitôt que tu présumes qu'une commotion cérébrale doit être immédiatement retirée du jeu, et tous les États américains, en mars 2014, avaient passé une loi similaire. Le gouvernement ontarien a le plan d'action OFEA, vous pouvez trouver sur leur site web, qui est très clair. La personne la plus influente au monde, puis il ne fait sûrement pas ça pour du capital politique, donc il s'en va, il y a quelques semaines, a tenu un sommet sur les commotions cérébrales, puis il a fait partie de ce sommet-là. Encore là, ça nous indique que c'est pris au sérieux. Bien avant l'émission Enquête, Kathleen Verde du gouvernement libéral a soumis un projet de loi, le projet 496 en novembre 2013, lorsqu'elle était députée de l'opposition, pour la gestion des commotions cérébrales, et le MEDS a mis sur pied son groupe de travail. Alors, est-ce que le Québec a aussi besoin de se doter des lois sur les commotions cérébrales? Je ne sais pas. Pas nécessairement, je dirais, parce que si on regarde à la loi sur la sécurité dans les sports, tout y est déjà. Il faut appliquer la loi et mettre du mordant à cette loi-là, qui dit que parmi les règlements, il y a le contrôle de l'état de santé des participants qui fait partie de la loi. Il y a aussi les règlements de sécurité de la Fédération québécoise de football, Football Tackle, dont plusieurs règlements qui dit qu'au début de chaque saison, les jeunes doivent remplir un formulaire médical comme celui de l'annexe 3, dont les questions, avez-vous déjà souffert d'une commotion cérébrale? Si oui, quand? Est-ce que vous connaissez ça pour tous vos jeunes? Est-ce que les coachs savent si les jeunes dans leur équipe ont déjà eu une commotion cérébrale? Si oui, qui? Il faut avoir un œil attentif. Hein? Et donc, tout coach devrait connaître l'historique de leurs jeunes. Et en fait, c'est même prévu dans vos règlements. Le casque, dans vos règlements, un joueur doit porter un casque certifié et aucune modification doit être apportée à ce casque-là. C'est également dans vos règlements, surtout qu'on sait que cet ajout-là, le fait n'a aucune conséquence, n'améliore d'aucune façon, ne diminue en fait d'aucune façon les risques de commotion cérébrale, et c'est bien connu. Responsabilité de l'entraîneur, plusieurs responsabilités. En cas de blessure, on doit s'assurer que le jeune reçoive les soins adéquats, interdire toute forme d'activité brutale contraire aux règles, donc changer aussi certains éléments de la culture du sport, code d'éthique. L'équipe doit assurer la présence d'un secouriste, vous allez en parler plus tard, je crois. Au niveau du code d'éthique, certains points que j'ai choisis, vous en avez plusieurs, pour rappeler de l'influence du coach sur les jeunes, doit veiller à l'intégrité physique du jeune, s'insurger contre la violence, c'est déjà là dans vos règlements, c'est déjà là dans la loi de la sécurité dans les sports. Il faut juste rafraîchir la mémoire aux gens pour que cela soit appliqué. Est-ce que le football contact devrait être interdit avant 15 ans? Est-ce que c'est une solution? Vous savez, je crois aussi qu'il faut protéger le sport. On doit protéger les gens, mais je ne crois pas qu'il faut nécessairement dénaturer le sport.
Quand on regarde les statistiques qui nous disent que si on élimine les coups sournois, si on élimine la violence, on va diminuer un pourcentage énorme des commotions cérébrales. Et surtout, ce que je crois qui est important, c'est donc de changer la culture du sport et peut-être de réduire les contacts, par exemple, dans certaines situations, comme lors des pratiques. Donc, réévaluer votre jeu, voir de quelle façon on peut diminuer le pourcentage de contacts en diminuant le risque, parler des techniques, plutôt vous allez parler des techniques que vous enseignez, contact sécuritaire, tolérance zéro à la violence. Je crois qu'avec ça, on peut faire un bon bout de chemin avant que les parents exigent que votre sport soit dénaturé. Mais par contre, ça, la balle, elle est vraiment dans votre camp. Et ça va dépendre des gestes qui vont être portés et de la gestion des commotions cérébrales. Donc, prévention, je termine avec cela. Pour moi, la première prévention, c'est de changer la culture du sport, responsabiliser, informer. Je pense que tous les entraîneurs, personnels encadrants, doivent être informés. Mais pas juste eux. Vous êtes une équipe aussi, les parents ont un rôle à jouer. Les jeunes ont un rôle à jouer. Quand on parle des jeunes, code de conduite jeunesse proposé par le Centre canadien d'éthique dans le sport, ça n'a aucune valeur légale. Mais quand même, s'asseoir avec les jeunes en début de saison, que le jeune signe et qu'ils reconnaissent que s'il subit une commotion cérébrale, il doit cesser de jouer. Qu'il ne cachera pas ses symptômes. Donc aussi, ça se joue à deux. Le jeune doit être impliqué, il doit être sensibilisé, il doit être responsabilisé là-dedans. On signe ça, le coach, le parent, le jeune, mais ça, c'est vraiment l'engagement du jeune. Très important. Quelques mots sur l'équipement. Je veux juste vous rappeler que ce soit les mouthpieces, les casques, ça ne diminue pas les risques de commotion cérébrale. Les casques diminuent les risques de traumas graves, de traumatisme crânien modéré, grave ou que fracture du crâne. Mais ça ne change rien. Quand on regarde nos petits joueurs de rugby, qu'on les compare aux joueurs de foot, aux joueurs de hockey, les joueurs avec des casques n'ont pas moins de commotion que eux. C'est égal pour les trois. En termes de commotion cérébrale, plutôt le président vous a dit de faire attention à tous les gadgets, toutes les initiatives à gauche et à droite. Oui, faites attention. Ça devient une manne, ça devient là un marché de peddlers qui tente de vous vendre des casques ou même des machins comme Reebok avec des senseurs qui s'allument avec les coups. Il y a peu de données scientifiques qui nous indiquent la validité de cela. Ce qu'on connaît maintenant, c'est que dans plusieurs des cas, la lumière peut s'allumer, puis le jeune n'aura pas eu de commotion cérébrale, ou à l'inverse, pour d'autres, le jeune va avoir subi une commotion et la lumière ne se sera jamais allumée. Il faut utiliser le jugement. Il faut collaborer avec le jeune, il faut que le jeune rapporte ses symptômes. On nous vend aussi des boissons style Gatorade, mais Neurobliss pour nous guérir des commotions cérébrales, ça ne marche pas. Ben, ça se vend pareil! Écoute, ben c'est un marché. Tu sais, quand ça part, là, le monde embarque dedans. Des tests je suis neuropsychologue clinicien. Plusieurs ont tenté de vous vendre des tests de neuropsychologie en baseline, en début de saison. Après ça, retester le jeune après une commotion cérébrale. Il y a des études scientifiques qui nous disent que ces tests-là ne sont pas sensibles. Ils nous disent que ça protège pas plus les jeunes. Donc non aux tests pré-saison également. C'est une pratique à laquelle je ne crois pas. Enfin, le plan de Football Québec, la Ligue du docteur, c'est une des questions qu'on m'a soumise. Pour moi, oui au football contact, si on fait une bonne prévention, si on fait une bonne gestion. Première étape, système de surveillance. Sur chaque équipe, on doit avoir quelqu'un qui surveille, qui peut identifier si un jeune a une commotion cérébrale et qu'il y a une procédure de retrait. On appelle le jeune, on vérifie, y a-t-il des signes, y a-t-il des symptômes, on documente. Là, il y a une prise en charge d'une intervention, donc le système de surveillance, procédure de retrait. One and down, c'est le démarre. En l'absence de signes et de symptômes, si j'ai l'impression que ce jeune-là était solidement solide, même s'il me dit qu'il va bien, ça se peut qu'il me cache ses symptômes. On sait que 50% des jeunes vont dire qu'ils vont bien alors qu'ils ressentent des symptômes. Il y a aussi un 30% des jeunes pour qui les signes et symptômes peuvent apparaître 24 à 48 heures plus tard. Donc, quand on a des doutes, on retire le jeune. On documente l'impact. Qu'est-ce qui est arrivé? La tête, elle s'est frappée contre quoi? Elle s'est frappée où? C'est quoi les signes que j'observe? Les signes, c'est moi, sur le terrain, j'observe quoi? J'en prends note. Les symptômes, il y en a-tu, il n'y en a pas, je prends ça en note. Et surtout, c'est important de le faire pour transmettre ce document-là aux parents. Les parents doivent toujours être informés lorsqu'on soupçonne que le jeune a eu une commotion cérébrale. Alors ça devient le rôle du parent
de faire la suite. Donc, il faut une communication, une concertation, informer les parents. Et là, les parents doivent informer peut-être le médecin de famille, aller voir le médecin de famille, informer l'équipe école, et ainsi de suite. Regardez si vous pouvez mettre en place dans votre coin un corridor de service, identifier est-ce qu'il y a des médecins spécialistes, est-ce qu'il y a des cliniques publiques, peut-être privées, qui ont des experts qui peuvent rapidement voir les jeunes. L'intervention, première instance, c'est le repos. Quand on soupçonne qu'une commotion cérébrale, un repos d'au moins une semaine est nécessaire. On le dit pourquoi le cerveau doit se réparer, il y a moins d'oxygène, moins de carburant, puis il doit se remettre en état. On sait que les jeunes qui ont un repos complet, après une commotion cérébrale, sont sur le piton après 2-3 semaines. Mais ceux qui retournent à l'école, qui retournent sur le terrain, qui n'ont pas ce retour complet-là, peuvent prendre jusqu'à 1 mois à 3 mois pour s'en remettre. Je finis dans 2 minutes. Bon, je peux répondre aux questions. Pas de retour au jeu avant un retour complet à l'école. J'ai une commotion cérébrale, ça ne va pas, j'ai des symptômes. Il faut que je puisse être capable d'être sur les bancs d'école, apprendre, étudier, faire mes examens, sans avoir de symptômes, puis que tout va bien avant d'aller sur le terrain. Ça va de soi. Ma job dans la vie, quand je suis jeune, c'est d'apprendre, c'est d'aller à l'école. Si je ne suis pas capable de me concentrer pendant 45 minutes ou 1 heure sur un prof qui me donne un cours, comment est-ce que je peux penser retourner sur le terrain? Évidemment, quand finalement je retourne sur le terrain, ça doit être quelque chose de planifié, d'organisé. L'ensemble de la communauté médicale reconnaît qu'on peut faire ça en 6 étapes, les 6 étapes proposées par Zurich, où que je reprends des efforts légers, des efforts modérés, sans contact, pour aller ultimement vers une pratique avec contact quand j'ai plus de symptômes et tout va bien, puis un retour au jeu complet. Dernière chose, je vous promets, c'est la dernière. Quand est-ce tirer sa révérence? Pour moi, quand j'ai un syndrome post-commotionnel lors d'une saison, c'est-à-dire que quand après 3 semaines, j'ai toujours des symptômes, c'est que j'ai une récupération qui n'est pas normale. Donc, je ne devrais pas retourner cette saison-là. Ou, quand je suis rendu à ma 2e commotion de la saison, peux-tu me donner un break et pas me retourner au jeu? Mais je vois des jeunes qui retournent au jeu après 3-4 commotions lors de la même saison. Et selon moi, à un certain moment, on devrait peut-être penser à changer à un sport à plus faible risque lorsqu'on a un syndrome post-commotionnel qui perdure ou lorsque j'ai accumulé 3-4 commotions cérébrales. Ressources et questions. Oui. D'abord, un jeune subit une commotion cérébrale. Excusez, jeune subit une commotion cérébrale et puis durant notre camp de printemps qui est fermé. Les examens secondaire 5 approches. Nous, on lui recommande, lui et à ses parents, ça prend un repos complet, évidemment, la procédure Zurich, et ainsi de suite, mais aussi à l'école. Absolument. Par contre, les parents ont jugé que l'école était plus important, n'étaient pas nécessairement conscients de toutes les conséquences. Puis là, le jeune, après 3 semaines, il termine ses examens vendredi. Moi, j'ai communiqué avec lui toutes les semaines. Encore des maux de tête. Est-ce que lui devrait être retiré pour une saison ou est-ce que lui doit, à partir du moment où il finit ses examens, prendre son repos complet? Mais le jeune n'aurait pas dû retourner à l'école non plus. Ça, c'est une erreur. Bon, évidemment, je donne des conférences ici qu'on parle de ça, le retour à l'école. Et puis un jeune, puis ça arrive que pendant les examens publicitaires, un jeune a une commotion cérébrale, il y a des mécanismes pour ça. Quand un papier du médecin qui indique que tu as une commotion cérébrale, tu ne peux pas retourner en classe et faire des examens, tu as des exemptions et ta note est calculée sur toutes tes notes à l'année et tu ne fais pas tes examens. Là, à cause de cela, peut-être que lui, s'il avait pris son repos complet, en effet, il pourrait retourner sur le terrain dans 2-3 semaines. Mais à cause de cela, ça se peut que sa récupération prenne même des mois. À mon avis, il faut avoir l'avis d'un médecin, à mon avis, mais il faudra avoir l'avis d'un médecin ultimement, mais pour regarder combien de temps que ça lui prend pour se remettre à un état qui soit sans symptômes suite à un effort mental ou suite à un effort physique. Si ça peut prendre plus que 3-4 semaines, c'est parce que quelque chose, il y a un retour qui n'est pas typique. Et oui, je questionnerai peut-être le retour cette saison-là. Je verrai son historique. Et d'autres commotions, c'est sa première. Si ça peut rentrer en compte. Merci. Dernière question, si elle existe. Ici, J'en ai il y avait Oui, merci. Je vous écoute depuis le début. Moi, je suis en
entraîneur chef de l'équipe de Saint-Jean sur le niveau collégial. On sert un peu de modèle, un peu de leader dans notre communauté. Il y a du football, 6 à 12 ans qui a démarré, là, environ 12-18 mois. Une jeune association. Moi, j'écoute des statistiques, donc un pourcentage élevé de commotion dans chaque saison, un pourcentage de joueurs élevé qui en font. 3 à 5 fois plus de risques après la première promotion. Après 3 commotions, on parle des risques énormes ou des choses très majeures au niveau de la santé. Est-ce qu'en tant que leader de ma région, moi, j'ai favorable à du football à un si jeune âge, considérant que si ce jeune-là commence à 6 ans, puis il se rend jusqu'à chez nous à 20 ans, sur 14 ans de football, ses chances de faire des commotions cérébrales, évidemment, sont beaucoup plus élevées que quelqu'un qui commencerait plus tard. Moi, je pense qu'en tant que leader, ce que vous devez montrer, c'est une saine gestion des commotions cérébrales. Et pour moi, le leadership vient de là. Il vient à 2 niveaux. D'identifier les risques, d'éliminer le risque, qui est éliminable. Tu sais, moi, par exemple, là, je vais faire du jogging le dimanche, là, je passe à côté du... je vais à l'île Notre-Dame, puis là, il y a des gens qui font, même en hiver à moins 15, là, qui font du surf sur les vagues éternelles. Ils passent par une clôture, là, puis ils vont dans le fleuve, ils font du surf, c'est hyper dangereux. C'est pas réglementé, c'est illégal, mais ils ont donc l'air d'avoir du fun. T'sais. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre et d'avoir du plaisir, mais dans ce cas-là, je crois que le leadership, c'est de faire de façon sécuritaire. Donc, j'élimine les situations à risque, je sensibilise les jeunes, je sensibilise les parents, les techniques aussi, les techniques sécuritaires, et surtout un programme de gestion où on essaye d'en échapper le moins possible. C'est-à-dire, quand je suspecte une commotion cérébrale, je te retire du jeu, même si tu n'es pas content, même si ton parent n'est pas content. Puis souvent, les coachs font face à des parents qui ne sont pas contents, puis des parents qui s'opposent que le jeune soit retiré. À mon avis, le leadership vient de là, et de ne pas dire qu'on élimine le sport. Oui, j'avais Bertrand, je ne sais pas si c'est la même question que moi, vas-y. Je ne sais pas, moi j'ai une question par rapport aux tests qui sont faits. Je ne sais pas si vous faisiez référence à ça quand vous avez dit ces questions pas valable. Est-ce que vous parliez du SCAT ou c'est d'autres tests? Ben moi, je parle, oui, le SCAT, mais je parlais des tests encore plus poussés. Le SCAT n'a pas de valeur. Le SCAT, mon grand-père de 70 ans qui souffre de maladie d'Alzheimer, va le passer, là, tu sais. Pour moi, au moment... L'idée d'avoir un test, juste pour terminer ma question, l'idée d'avoir un test qui permet de retester à l'information pour savoir est-tu au même niveau, ça n'a aucune valeur? Pour moi, c'est que les tests qui existent présentement, ce ne sont pas des outils très sensibles. Les tests sur le marché, si on les utilise, la plupart vont nous dire que l'athlète va bien après une commotion cérébrale, alors que si on utilise d'autres tests beaucoup plus sensibles, en neuropsy, on va voir que ce n'est pas nécessairement la réalité. C'est la première chose. Et aussi, si on obtient un baseline, ça coûte cher ces tests-là. Tester toute une équipe, les retester avec. Les baselines, on sait que ça se fake. Que l'athlète, en début de saison, ils savent, ils passent le mot. Là, ils sont là, tu sais, pour répondre le plus vite possible. Ah oui, le plus vite possible. Donc, il est très lent avant la commotion, puis après la commotion, il donne son max. Même s'il est ralenti, il est plus rapide. C'est souvent ça que les études nous indiquent. Les jeunes sont meilleurs après la commotion que pendant le baseline. Puis les tests ne sont pas très sensibles. Moi, je pense que c'est plutôt... Ils veulent revenir. Ben oui, ils veulent revenir. Tu sais, vous faites des entrevues avec des jeunes passionnés. Oui, Danny. Yeah, I mean, I know Dave really well. We've had a couple of few conversations. And even though I may not always see eye to eye with Dave, I know exactly where he's coming from. This is a great game. It's given me a lot of satisfaction, and it's been able to provide for my family. But we can either be proactive or we can be reactive. And this is what we're trying to do here today, is be proactive. Ask yourself this question. When you pick up the newspaper and you see the National Football League or the CFL, and they're negotiating with the players, and they come to a conclusion that they have 16 work weeks and it's only one padded practice a week. Why do you think it's only one padded practice a week? These are guys that are making millions. One padded practice a week. And we're asking our 14, 15, 16, 17-year-olds to go out there and practice 4 days a week, put on their shoulder pads and helmets, and beat the piss out of one another. They also practice with no helmets on. Why do you think they practice with no helmets? Because they keep their heads out of contact. Okay, so we got to educate ourselves, and the choice is very simple. We either join up and get into the groove of things, or they're going to take this great game away from us. They will. And just then, I'll use a baseball analogy. I'm sure you've all heard of a pitch count. Why do you think there's a pitch count? It's
because they're trying to protect the pitcher's arm. So you can throw 30 times or pitch 30 times a year, I should say, and you can have a career of 7, 8 years. Well, we at the University of Montreal now, what we're doing is that we're sitting down and we're trying to implement a hit count. How many times do we actually have to have contact during the course of the week, including game day? All right, so we need to be smart. We need to learn, we've got to teach them the proper technique, keep your head out of it, your enter contact with your foot, near shoulder. All right, if you really want to educate them, take the helmets off. Don't practice 3 times a week with the helmets on, and that's how you're going to eliminate, or at least By a lot. decrease the percentages that we're talking about today. So we can either be proactive or we can be reactive, but we have a responsibility. And the last thing I'm going to say, we played in the Dunsmore Cup. Our starting quarterback was concussed versus Bishops, and he wouldn't tell our medical staff. We as coaches pulled him out. He didn't play in the Dunsmore Cup. Because at the end of the day, it's not a Vanier Cup that's going to define me. The last thing I want to see is someone lying down on the 55-yard line, and there's a parent coming down in the stands, and I got to address it. So let's all be proactive. Merci beaucoup, Danny, pour ce grand témoignage. En votre nom, je remercie infiniment le professeur Limburg